Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review tant attendue du 5e tome du Sorceleur, le baptême du feu, un tome qui m'a vraiment beaucoup plu. Et pourquoi ce 5e livre m'a tant intéressé? La raison est simple, c'est qu'on a une pléthore de descriptions dans ce livre, et des descriptions vraiment très intéressantes comparées à certains livres qui pouvaient faire des descriptions pas forcément intéressantes. Là, on est vraiment centré sur l'histoire de Geralt qui va voyager en compagnie de plusieurs personnages pour essayer d'aller délivrer Ciri qui est retenue prisonnière par l'empereur de Nilfgaard. Et si vous avez lu le tome 4, vous savez qu'il s'agit d'une fausse Ciri détenue par l'empereur Émir de Nilfgaard. Ce qui m'a vraiment captivé dans ce livre, c'est qu'on retrouve Geralt en personnage principal, chose qu'on n'avait pas forcément retrouvée dans le livre 4 qui essayait un petit peu de dispatcher les histoires en fonction des personnages. Là, le livre 5 est vraiment concentré sur Geralt, son histoire et les personnages qui gravitent autour de lui. Et le fil conducteur de ce 5e livre, c'est la guerre partout, la guerre qui a été redéclenchée par Nilfgaard dans la deuxième guerre nordique, une guerre totale où l'empereur va attaquer tous les royaumes du Nord après avoir fait la paix suite à la destruction de Cintra. Tous les personnages sont attaqués, tous les royaumes sont en conflit direct avec Nilfgaard, et en plus, chose intéressante, il y a un royaume des elfes qui est apparu de nulle part, parce que les elfes ont réussi à se constituer un royaume suite à leur aide donnée à Nilfgaard dans la première guerre, et ils continuent à attaquer en aidant Nilfgaard pour essayer peut-être d'avoir l'illusion de maintenir leur royaume, mais en tout cas les elfes, ces perfides créatures, sont toujours fourrés dans les coups bas de Nilfgaard. C'est d'ailleurs dans ce tome qu'on apprend que l'attaque d'Arethusa avait été menée par des Scoia'tael, donc des elfes rebelles si on peut dire, menés par les soldats de Nilfgaard. Donc là aussi un côté très politique qui se dégage de ce 5e tome pour mon plus grand bonheur. Et de ce fait, ce 5e tome va s'attacher vraiment à nous détailler toute la guerre. Les nombreuses descriptions sont accompagnées de détails vraiment très croustillants, voire écœurants. Et en tout cas, une chose est sûre, les personnages semblent marqués par ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent. Au fur et à mesure du voyage de Geralt et de ses compagnons, on va voir en fait une région totalement dévastée, des champs de bataille avec des cadavres qui sont bouffés par les corbeaux, des monstres qui bouffent des cadavres, mais aussi des forêts en feu, des villages abandonnés et détruits, des viols, des familles qui se retrouvent sur les routes et qui ne savent pas où aller. C'est vraiment le côté carnage et conséquences de la guerre qui ressortent de ce 5e livre, et on assiste vraiment à une description très précise de tout ça, avec un accent mis sur la détresse des personnages. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Geralt, Jaskier et Milva, une femme qui a été recueillie par les Dryades, et ces trois personnages vont voyager au fur et à mesure des chapitres pour se rapprocher de Nilfgaard. Ils vont essayer de passer dans des montagnes, dans des forêts, dans des plaines, au bord des rivières, voire traverser des rivières, pour essayer de contourner les champs de bataille qui sont partout et qui donnent lieu à un véritable carnage. Et au fil de l'histoire, ils vont rencontrer d'autres personnages, notamment Cahir, un soldat déserteur de Nilfgaard qu'on connaît bien puisque c'est le soldat avec le homme à plumes qui a sauvé plus ou moins la princesse Cirilla lors de la destruction de Cintra, et qui a une relation assez particulière vis-à-vis d'elle. Il a des attentes, mais on sait pas trop ce qu'il cherche, ce personnage, et c'est ce côté un peu mystérieux qui rend justement le personnage intéressant. On va aussi voir un autre personnage qui est quant à lui très connu des amateurs des jeux vidéo, le nain Zoltan, un personnage au caractère assez particulier, alternant entre son côté grossier et notamment son côté brut. Et un autre personnage qui est un petit peu plus central dans le livre, Régis, un herboriste et barbier, qui va inviter la troupe de Geralt, Jaskier, Milva dans sa cabane et les faire picoler, et c'est là que les langues vont se délier et que ces derniers vont raconter toute l'histoire de l'enfant surprise, de Geralt, de la chute de Cintra et compagnie, et Régis a l'oreille bien tendue pour écouter tout ça, ce qui donne lieu à une séquence très rigolote où les personnages sont bourrés, Jaskier est en train de tout raconter et Geralt n'arrête pas de lui dire tais-toi, mais on sent vraiment qu'il y a une relation très intéressante qui se tisse dans ce livre entre Geralt et Jaskier, parce que c'est souvent Jaskier qui va faire des conneries et Geralt derrière qui va réparer les pots cassés pour essayer un petit peu de rattraper la situation laissée par le barde. Et toute cette joyeuse troupe va faire route vers Nilfgaard
pour essayer de sauver la princesse Cirilla. Et durant la route, ils vont là aussi croiser les horreurs de la guerre, sauver une femme d'un viol, et ils vont même participer à un jugement d'une sorcière, une prétendue sorcière. Et Geralt, qui doute beaucoup de la culpabilité de la femme, et voyant que justement l'accusation ne repose sur quasiment rien, ils vont essayer de sauver les apparences. Et c'est là que le prêtre va dire: d'accord, donc si tu dis la vérité, il faut que tu arrives à prendre un fer à cheval qui est dans un brasier, et là tu passeras l'épreuve du baptême du feu, et je saurai que les dieux sont avec toi et que tu dis la vérité. Et vous l'aurez compris, tout ne se passe pas comme prévu pour le prêtre, parce qu'il pensait qu'en le prenant, les personnages allaient se brûler la main, et en fait Régis l'attrape comme ça et lui dit: ok, c'est bon, elle est libérée, maintenant on fait quoi? Et là il y a une grande bataille qui se lance, et en fait c'est ça que je trouve bien dans ce livre, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. On a l'impression que c'est lent, que c'est beaucoup de voyages, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage de ce livre. Ça lui donne un côté vraiment un petit peu communauté de l'anneau, si je puis dire, où les personnages vont voyager, ils vont discuter entre eux, ils vont beaucoup échanger sur leur passé, sur leurs relations qu'ils ont eues entre eux, sur ce qui les lie, ce qui les délie, sur certaines choses où ils vont devoir trancher et prendre une décision. C'est vraiment très intéressant de participer à ce voyage et de voir que les personnages avancent un petit peu au fur et à mesure dans leur propre histoire. D'ailleurs, dans ce 5e tome, on va en apprendre encore plus sur le volet politique. On sait que les royaumes sont attaqués de partout et que Nilfgaard a réussi à semer la pagaille au sein des royaumes du Nord. Les magiciens ne savent plus trop comment gérer la bataille et comment se placer vis-à-vis de leur seigneur. Il y en a certains qui n'ont même plus de seigneur. Et malheureusement, nous avons perdu Tissaia de Vries qui s'est suicidé. Donc là aussi, c'est une très grande perte pour les mages et magiciennes qui perdent un petit peu cette figure matriarcale. Ce qui est assez étrange, c'est que le 5e tome ne met pas tant que ça en avant la magicienne Yennefer ni Triss Merigold, mais il va un petit peu plus s'intéresser à l'histoire de Fringilla Vigo, la magicienne aux ordres de Nilfgaard, qui va commencer un peu à douter de la sincérité de l'empereur, notamment lorsque ce dernier lui annonce qu'il a enfin récupéré Ciri et qu'on sait tous que c'est la fausse Ciri. Et Fringilla va enquêter et elle va se rendre compte qu'en fait il y a une histoire un petit peu de complot qui se cache là aussi, et que peut-être elle a mis le doigt là où il ne fallait pas. C'est là aussi l'occasion d'introduire un petit peu la rivalité entre les deux personnages que sont Fringilla et Yennefer. Et chose assez atypique, Cirilla, la princesse Ciri, elle est très peu, mais elle aussi, mise en avant dans ce tome. Pour ne pas dire, elle est un petit peu toujours en retrait. Geralt, des fois, la voit un petit peu dans des rêves. Il rêve d'elle alors qu'elle est en train de cavaler. Il voit qu'elle est poursuivie. Il y a toujours quelque chose qui se dégage, mais c'est pas elle qui est vraiment le centre de l'histoire. Et quand elle est le centre de l'histoire, elle est toujours accompagnée de la troupe des rats. Et elle va piller des soldats de Nilfgaard, elle va attaquer des garnisons, elle va attaquer des convois. C'est un petit peu un côté Robin des Bois très intéressant au personnage, qui grandit et qui a peut-être même ses premières relations avec des garçons. Une Ciri qui a grandi et qui avance petit à petit dans son adolescence, peut-être même vers l'âge adulte, qui sait, il faut voir au niveau de la chronologie. Mais Ciri doit faire attention car il y a un assassin sur ses traces très connu, le fameux Léo Bonnard, qui ne fera sans doute qu'une bouchée de certains des membres de la troupe de Ciri dans les tomes suivants. En tout cas, c'est l'occasion d'en apprendre encore plus sur le passé de Ciri, notamment le fait qu'elle détient le sang ancien, le sang des elfes, le sang de plein de choses, et que c'est tout ça qui fait qu'elle est autant recherchée, parce que c'est un être à part dans toute la saga, et ce côté unique qui fait que Ciri est autant traquée par ses assaillants. Et on va également en apprendre davantage sur le passé de Régis, qui est en fait un vampire. Alors il s'est fait trahir d'une manière assez saugrenue, c'est Geralt qui l'a observé et qui a vu qu'il avait pris le linge qui était sale pour soigner justement Jasquier, et il va renifler le sang, et en fait Geralt va lui dire: oui non mais j'ai toujours su que tu étais un vampire et j'ai rien dit parce que tu n'étais pas si agressif que ça. Et en fait le personnage va se justifier et les autres vont être très méchants vis-à-vis de lui, ils vont pas comprendre, mais au final ils vont quand même l'accepter parce que Régis semble sincère. Il leur a dit même: je pouvais vous croquer quand j'en avais envie, mais c'est pas un vampire vegan si je puis dire, c'est juste qu'il a compris qu'il n'avait pas besoin du sang pour vivre et il a trouvé des alternatives. Et c'est là aussi un côté très original au personnage qui je trouve bienvenu dans la saga. Et justement on nous a toujours montré dans l'univers du sorceleur que les monstres ne sont pas forcément ce qu'ils sont, et là on a vraiment la confirmation, tous les vampires ne sont pas forcément des monstres.
monstres, la preuve avec Régis. On a vraiment l'impression de poursuivre les mêmes thèmes dans ce tome 5, la bataille, la guerre, le dépassement de soi, mais aussi la remise en question et l'acceptation de l'étranger si je puis dire, avec notamment l'acceptation des monstres et le fait qu'ils ne sont pas tous monstrueux et que peut-être au final c'est l'homme qui est véritablement le monstre sur cette terre. Et le tome se termine d'une manière assez intéressante. On va assister à une grande bataille sur un pont et Cahir et Geralt vont se battre ensemble contre une armée et lors de la bataille, à la fin, lorsqu'ils auront gagné, Geralt va être adoubé par la reine de Lyria et Rivia. Donc là aussi il y a un côté assez original parce que Geralt se fait appeler Gérald de Rive, mais en fait ce n'est pas du tout le cas. Geralt n'est pas originaire de là, il a juste pris ce nom d'emprunt parce qu'il trouvait cela joli. Globalement, ce tome 5, il m'a vraiment plu parce qu'il permettait de poursuivre les thèmes déjà initiés avec les autres livres. Il se laissait lire très facilement et très aisément. Il nous offrait beaucoup de voyages et de récits et j'apprécie beaucoup les personnages lorsqu'ils voyagent et qu'ils vont rencontrer d'autres personnages qui sont certes connus dans les jeux vidéo mais qui n'avaient pas forcément de première approche. Et bien c'est chose faite. On sait d'où proviennent les nains avec Zoltan, mais notamment Régis. Donc c'est un tome pour moi essentiel à l'univers de la saga, c'est pas pour rien qu'il est au centre, c'est clairement le cœur de l'histoire et c'est peut-être à ce jour le tome qui m'a le plus intéressé et que j'ai le plus apprécié avec le premier et le deuxième parce qu'il permet d'avoir une autre approche de l'univers tout en poursuivant la quête de Ciri. En tout cas j'espère que la suite promet d'être aussi palpitante et peut-être même, j'ai envie de dire, encore plus péchue parce que là c'est vrai que c'était assez descriptif, ça manquait peut-être d'action si je peux un peu critiquer, mais l'action ne fait pas tout et au final il y en avait quand même un petit peu par-ci et par-là et c'était très bienvenu de la part de l'auteur de nous proposer un livre de ce type. C'est ainsi que s'achève cette review. Comme vous l'aurez compris, j'ai voulu procéder assez différemment, j'ai pas voulu résumer chapitre après chapitre, j'ai voulu prendre les thèmes et résumer un petit peu globalement l'histoire tout en apportant par-ci et par-là mes commentaires, mes analyses et ce que j'en ressortais. En tout cas une chose est sûre, c'est un tome pour moi vraiment très important et qui mérite clairement qu'on s'attarde là-dessus. Et vous, n'hésitez surtout pas à me dire quel est votre avis, l'espace commentaire est fait pour ça et je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt, salut!